Et bonjour à toi, très cher entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons Business. Aujourd'hui, nous avons Stéphane Briot avec nous, une des stars du blogging, n'est-ce pas? Ouais, si on veut, ouais, bonjour. Bonjour les gens de David. Et donc voilà, cette semaine, on est sur le thème de comment créer une offre à succès. Alors, Stéphane a quand même créé quelques succès au niveau des sites web, etc. Donc, on aura l'occasion de voir avec lui aussi les meilleures techniques. Et puis, on viendra un peu sur ton parcours d'entrepreneur, les hauts, les bas, éventuellement les choses que tu as dépassées. Puis, certainement, tu auras des choses à partager avec nos entrepreneurs. Je peux te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vis. Bon, bah voilà, Stéphane Briot, 45 ans, marié, enfin presque marié, papa d'une petite fille de 7 ans, entrepreneur avec donc ouais, des hauts, des bas, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ça se, voilà, c'est une courbe, c'est pas vraiment linéaire. Hein. De toute façon, je suis pas très linéaire non plus. Donc, je suis entrepreneur depuis que je suis arrivé sur Marseille en 2004. Enfin, je suis réellement immatriculé depuis 2009, parce que les 5 premières années, comme beaucoup de monde, hein, tu bosses un peu au black, tu fais des sites à droite à gauche, des choses comme ça. Ça te permet de te tester, de voir un petit peu où t'en es. Ça te permet aussi de te former. Et puis, je me suis lancé en fait avec l'arrivée du statut d'auto-entrepreneur, parce que l'administratif et moi, ça fait deux. Mhm. Donc, Comme pour beaucoup. ouais, j'avais été voir une fois pour monter voilà, une boîte, tu vois, Mhm. une SARL, un truc de base, quoi, à l'époque. Hein. Et quand ils m'ont sorti la pile de papier, je leur ai fait, ouais, on verra ça plus tard, les gens. Vous êtes gentils, mais je vais pas passer 2 ans à gratter du papier, ça m'intéresse pas trop. Et puis toutes les garanties bancaires, les trucs, les machins, tout le tralala, tu dis, ouais, bon, on va oublier. Et coup de bol, en fait, le statut d'auto-entrepreneur est arrivé à ce moment-là. Donc ça m'a permis, de me mettre en règle en fait avec l'État français, donc c'était bien. Et puis donc de 2009 à 2012, un truc dans le genre. En fait, entre réellement 2007 et 2012, j'ai monté des sites avec un gros coup d'arrêt en 2009 parce que je fais un infarctus. Donc c'est le genre de truc, ça te met un joli stop, tu vois. Oui. Donc j'ai eu la naissance Ça de te ma rappelle fille. à l'ordre, ouais. Ouais, ouais, ah bah ouais, quand tu vois le couloir, la lumière blanche et tout le tralala, ouais, tu dis, ouais, tiens, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Donc, et je suis sorti de là, en fait, l'infarctus qui m'en est resté quelques mois après, c'est très perturbant. C'est de te dire, la mort, c'est quelque chose de vachement agréable à vivre. Parce que c'est vachement doux, la machine est vachement bien foutue, c'est que tu sens que tu pars, mais t'es bien, t'es content de partir, je te jure que t'es content de partir, quoi. Tout est fait pour que tu partes dans des bonnes conditions, t'as pas de stress, t'es ultra détendu, et là, je me suis dit, ouais, mais j'ai ma fille, elle a 3 semaines, quoi, quand même. Donc bah voilà, j'ai fait le chemin inverse, je suis revenu, mais ça m'a laissé sur le carreau un bon moment, donc autant dire que d'un point de vue clientèle, et bah, tout le monde était parti, hein. Tu te retrouves un peu sans rien. Donc là, j'ai monté le blog 4h18, qui était l'heure de naissance de ma fille. Je commençais à bloguer sur le sujet de WordPress. J'ai fait mon trou grâce à un article polémique. Alors au début, c'était pas le propos de taper sur la gueule des gens, mais ça s'est transformé un peu comme ça. Parce que j'ai un langage qui est franc, direct et un peu tranchant. Et puis, les choses se sont enchaînées, donc j'ai commencé à faire plein de projets autour de WordPress. Ça s'est terminé, grosso modo, en 2000. Le dernier vrai gros projet, enfin vrai projet intéressant que j'ai fait, c'était Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Donc j'ai bossé avec eux de 2011 jusqu'au lancement de MP 2013, donc début 2013. Et puis après, ça a été, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Donc un petit peu ras-le-bol de monter des sites. Il y a un Margoulin qui m'a fait un procès parce qu'il n'aimait pas trop que je parle de lui en mal. Donc il a gagné son procès, il était content, ça lui a fait plaisir. Moi, ça a fait un trou dans les finances. Bon, absolu, c'est pas bien grave, de la thune, ça reste de la thune. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis, si tu veux, de prendre du recul par rapport à certaines choses et de revenir un peu plus fort encore. Donc là, voilà, je suis sur un nouveau blog sous mon propre nom, stéphanebriot.xyz.
J'ai un bouquin qui sort chez Erol au mois de février. Donc, dedans, on parle de blogging, comment bien utiliser son blog, sa destination de tous les entrepreneurs. Et le papier à cette époque, c'est encore valable? Bien sûr. Je pose une question polémique, bien sûr, mais Ouais, quoi, non, une mais question. Non, c'est pas polémique, mais non, c'est pas une question con. Mais en France, on aime le papier. On aime le papier partout, en France. je crois, hein. Donc après, partout, je sais pas, mais en France particulièrement, on est attaché au papier. Ça a une valeur. Il y a un proverbe qui dit les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc voilà, tes écrits, quand ils sont figés sur un bouquin, sur un support papier, ils restent. Ils sont là. C'est surtout comme il y a un confort à lire un livre. Regarde, derrière toi, là, justement, il y a tout. Pas tous, mais il y a une partie des livres justement que je recommande très souvent. T'as caché tes Playboy? Mais Playboy, pourquoi? On les voit plus. Et donc du coup... Saisis-toi. Aujourd'hui, on est quand même là pour parler de créer une offre à succès. Ouais. Tu avais un blog 4h18 qui était... Alors, j'ai jamais vérifié, mais très bien référencé, avec Ouais. du trafic, etc. Tu peux nous parler du trafic que tu avais avant que tu changes? Juste pour donner un ordre d'idée à nos entrepreneurs qui nous suivent. En moyenne, je tournais à 2500 visiteurs uniques par jour. Voilà, donc Et les gros jours, ça pouvait, selon le type d'article qui était publié, et selon l'écho qu'il y avait sur Twitter, ça pouvait monter à 3500, 4000 visiteurs uniques par jour. voilà. Donc on avait vraiment un vrai site qui tournait. Ouais. Il te rapportait de l'argent, il y avait un Que dalle. produit derrière. Ok, Non. c'était juste du... Ok. Non, enfin, il me rapportait, si tu veux, indirectement. De toute façon, Ouais, notoriété, tout ça, certainement, mais- Non, mais en termes, si tu veux, comme à l'époque, je bossais sur WordPress. Je bossais sur WordPress, je créais des sites autour de WordPress. Le fait d'avoir un blog qui parlait de WordPress et qui était très bien référencé sur Google, ça a beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup de contacts. Donc, mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Un blog en lui-même, aujourd'hui, ça rapporte peanuts. Faut arrêter de croire. Oui, après ça dépend quand on parle. En tout cas, il peut nourrir un business quand même. Il va nourrir le business, mais quand tu vas lire quelqu'un qui te dit gagne 2000 € par mois avec ton blog, casse-toi parce qu'il te raconte des conneries. Oui, je parle même pas de ça en fait. C'est, Ça c'est une sorte de propagande, c'est la publicité. ouais, mais ce qu'il y a, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu quand tu regardes le microcosme de la niche Make Money Online, il y a une grande partie des internautes de cette niche-là qui ont été complètement intoxiqués par ce message. Donc sortez-vous bien ça de la tête. Le blog, il va rien vous rapporter, sauf à mettre des pubs. Mais avant de gagner des sous avec des pubs, il va falloir envoyer du bois. Après, il faut faire attention parce que je pense que ça porte à confusion. Je suis d'accord avec toi effectivement qu'il y a beaucoup de messages comme ça qui sont complètement faux et insipides. Par contre, on peut pas dire quoi. Je sais pas. Moi, je ne dirais pas qu'un blog ne rapporte pas d'argent. Il y a une manière. Aujourd'hui, je vis avec mon blog, donc un blog rapporte de l'argent en fait. Non. Mais il est dans une machine marketing en fait. Oui, il est dans une machine. C'est un des éléments de ta machine. Mais c'est pas ce qui va te rapporter de l'argent. Ce qui va te rapporter de l'argent, c'est ce que tu vas vendre comme service autour de ton blog. Si on veut être précis, c'est ça. C'est ce que tu vas produit vendre. physique, c'est une boutique. Ouais, produit physique. Voilà. Je sais que j'ai des entrepreneurs commerçants aussi qui peu me importe suivent. le type de produit que tu vends, que ce soit du dématérialisé ou des produits physiques, peu importe. Mais c'est ce que tu vas vendre au travers du blog qui va te rapporter de l'argent. C'est ça. Oui, d'accord. Le blog en lui-même, c'est un support, c'est une plaquette, c'est ce que tu veux, mais ça reste un média. C'est juste un média au travers duquel tu diffuses de l'information, tu diffuses un savoir, tu diffuses... voilà, mais c'est pas lui qui va te rapporter de l'argent. Techniquement, le blog ne rapporte rien, sauf à mettre de la publicité, mais c'est pas avec 300... En plus, c'est dégueulasse. En plus. Ouais, en plus, c'est pas joli. Ou alors, tu fais de l'affiliation. Donc, de l'affiliation, tu peux gagner de l'argent avec ton blog, parce que tes produits d'affiliation, ils vont être vendus au sein de ton contenu. Voilà, les gens vont cliquer, ils vont aller acheter sur une plateforme X ou Y, Amazon, peu importe, on s'en fout. Mais là, oui, on peut effectivement dire que ton blog va te rapporter de l'argent. Il y a un abus de langage, quoi. Tu dis rapporter de l'argent, tu veux dire en mode automatique. Tu publies un article, paf, ça génère quelque chose derrière. Ouais, mode automatique. Alors, le blog peut aussi te rapporter de l'argent quand tu fais des articles sponsors. Là, ça te rapporte de l'argent. Mais avant que tu aies des régies qui te contactent pour des articles sponsors, il faut une notoriété, quoi. Il va falloir créer une autorité, un trafic, une communauté. Il va falloir te faire repérer, il va falloir prendre contact avec les marques. Donc voilà, et puis un article sponsor, c'est pas des millions, c'est sûr. Non, c'est pas qu'il veut gagner des millions, quoi. Tu vois, donc c'est du boulot, c'est du boulot. Tout à fait. Alors justement, comment on crée une offre à succès?
on crée une offre, puis après on fait 3 incantations et on attend le succès. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Si, ça marche. tu peux aller voir un marabout. J'installe un Bouddha quelque part. Voilà, tu vois un Bouddha, un marabout, éventuellement, tu vois. Enfin, je fais un truc dans le genre, tu pries, tu te tournes vers la Mecque, tu pries, tu fais un truc dans le genre. Il n'y a pas une recette, non, y a pas une recette. plus qu'une autre qui fonctionne. Il y a plein de possibilités aujourd'hui pour créer des offres qui vont rencontrer le succès. Il y a toute une partie du web qui travaille énormément sur l'email marketing. Ça devient intéressant l'email marketing quand tu commences à avoir plusieurs milliers d'adresses. Alors tu peux créer des liens avec les gens, tu peux utiliser des techniques de super lancement ou de lancement orchestré. Même sur une centaine de personnes, ça va fonctionner. Par contre, en moyenne, les taux de transfo, ça va être de l'ordre de 2,5 à 3%. Alors si tu fais 5%, tu es le roi du pétrole, mais 5% sur une liste de 100 personnes, ça fait 5 clients. Si tu vends un produit à, 200, 300 euros, voilà, ça te fait 1500 euros. Question succès, on a vu mieux. Alors c'est sûr que ça. Par contre, ça peut te financer l'achat du prochain trafic ou. Ouais, ça va te financer. En fait, le système, ce que voient pas les gens dans le principe des lancements orchestrés ou autres, c'est que les gars qui font ça, ils ont un trafic au niveau du blog qui est zéro. Ils n'existent pas sur les moteurs de recherche. Donc, comment ils font du trafic ? Les mecs, ils payent de l'AdWords, ils payent de la pub. Alors, pas de l'AdWords, mais ils sont sur Facebook, donc du Facebook Ads. Ils investissent lourdement là-dedans. Ils font du leads. Donc, tu fais une pub, donc tu fais ta pub, tu mets un lien, le lien renvoie sur une landing page. Sur la landing page, on dit que tu vas devenir beau et riche. Tu mets ton adresse mail et ils font grossir leur base comme ça. Et après, derrière, il y a toute la machinerie qui se met en route sur le super lancement et sur le webinar et tout le tralala. Quand tu vends un produit à 900 euros ou 2000 euros, comme ça se voit aussi, si t'en vends 150 ou 200, ouais, t'as fait ton année, t'es content. C'est clair que t'es content. Maintenant, tu gardes à l'esprit que 2,5%, 3%, donc 100 personnes, c'est 3%, tu fais le calcul. Alors, je suis nul en maths, mais ça te fait une base mail monstrueuse. Donc avant d'arriver à avoir une base mail de 10-15 000 personnes, il va falloir que tu investisses lourd. Il va falloir en mettre des sous dans la machine. Alors après, il y a deux choses quand même qui impactent. C'est la stratégie, justement le modèle ARC que tu dois connaître. Acquisition, activation, rétention, referral. C'est le modèle que les startups utilisent en fait. Donc c'est-à-dire qu'avant même de parler de collecte d'email, on va parler d'acquisition. Est-ce qu'on va charger le trafic dans Facebook ? Mais il y a autre chose quand même qui est très important. C'est l'aspect humain justement, et c'est ça qu'on va retrouver dans ton blog. C'est aussi pour ça justement 4h18 était assez reconnu parce qu'il y avait un franc-parler, puis c'était toi, voilà, il y avait pas de, c'était pas marketing, make-up. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut activer des clients, acquérir des clients et les activer, c'est justement être franc et proposer un produit sincère, honnête, toutes ces valeurs justement de la sincérité, de l'honnêteté, d'être soi-même. Bon voilà, pas un blog vu et revu. C'est compliqué d'être soi-même parce que tu vis dans une époque. Quand on fait des podcasts comme ça, d'entrepreneurs, souvent t'entends faut être soi-même, faut être soi-même, faut être soi-même, faut être soi-même, faut être soi-même. Super. Et puis, donc tu sors de là, tu dis, voilà, je vais être moi-même. Et puis finalement, tu vas sur le web et tu regardes que personne n'est soi-même. Tout le monde est tout le monde. Tu dis, attends, ils sont gentils, mais en fait, tous ces mecs-là, ils me disent d'être moi-même, mais ils font tous la même chose, ils traitent tous les mêmes sujets, ils parlent tous de la même façon. Faut sortir de tout ça. What the fuck. Donc, c'est pas la question d'être soi-même. En fait, il faut le décider. Non, faut décider de dire merde, là, fils de pute, de merde, de connard, voilà. Il faut le décider, en fait, c'est tout. Faut surtout pas, tu vois, en fait, ce que tu viens de faire là, comme ça, c'est intéressant, parce que ce qu'il faut éviter surtout, c'est d'être neutre. Si t'es neutre, on te voit pas. T'auras beau avoir la super lumière, t'auras beau avoir le super design, t'auras beau avoir la super chemise, le truc, le machin, le bidule, le super matos, ce que tu veux. Si t'es neutre, une fois ta vidéo terminée, 10 minutes après, le mec, il sait même plus comment tu t'appelles, il sait même plus ce que tu as dit. Et comme tu dis la même chose, que je dis tu, c'est pas toi en particulier, c'est le message dans le brouhaha ambiant. Ouais, il faut être soi-même, faut être ci, il faut être ça, faut machin. Ouais, bon, fondamentalement, il n'y a rien de neuf, si tu veux, il n'y a rien qui va accrocher ton auditeur.
faut pas avoir peur d'utiliser le langage commun. Je veux dire, on n'est pas en train de parler à des grands comptes, on est en train de parler à des bonhommes et des bonnes femmes qui sont comme nous. Et quand bien même. Ah, l'univers du grand compte, c'est encore autre chose, tu sais. Ils aiment bien quand même la flagornerie, la flatterie, toutes ces choses-là, Ouais, tu vois, que tu les accueilles mais avec... j'ai l'impression comme qu'il y a une frange des gens qui travaillent dedans qui quand même commencent maintenant à chercher des choses un peu plus... justement, parce que je recrute des PME quand même, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La PME, moi, quand je te parle du grand compte, ça commence. Tu parles de L'Oréal et tout ça, c'est ça? Ouais, ça commence à être la bonne grosse boîte, tu vois. Hein, c'est. Ok. Ouais, je plus sur la PME. T'as quand même du monde au balcon, hein, en termes de salariés, en termes de chiffre d'affaires et compagnie. C'est pas la même sauce. Hein. Donc, puis c'est des boîtes qui sont là depuis très longtemps, qui sont vraiment implantées. Donc tu leur parles pas comme tu parles à un entrepreneur autour d'un café, quoi. Tu vois, c'est voilà. Donc moi j'ai toujours pris le parti de parler, de parler naturellement. Alors ouais, il y a je dis des E, des A, je m'embrouille, je bafouille. Bah ouais, mais on est comme ça. Et justement, après, c'est qu'il y a ce mythe aussi de la perfection. Il faut être toujours bien, comme tu disais, la belle chemise, le bon truc, la bonne lumière, le bon truc pour plaire, quoi. Et justement, c'est contre-intuitif en fait. Tu peux pas non plus venir en caleçon, en grattant les baloches et avec ton mégot de gitane au bec, tu vois. Tu peux pas non plus. T'es obligé. Non, t'es quand même obligé, à un moment donné, t'es quand même obligé d'avoir un minimum de respect. Dans les codes, être un minimum dans les codes. Mais être soi-même, non, c'est pas dire. C'est pas une question d'être dans les codes, tu vois. Je suis pas dans les codes, je suis avec un gilet, je suis pas rasé, je suis pas dans les codes en général. T'es plus dans le code que moi, tu vois. T'es fraîchement rasé ce matin, t'as mis une jolie chemise, t'es en costume. Moi, je suis avec mon vieux jean, mes vieilles baskets. Voilà. T'es plus dans les codes que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la façon dont tu décides de te présenter à ton public, fais en sorte d'être à l'aise. Si tu es à l'aise en costume, eh ben, mets-toi en costume, c'est pas le problème. Par contre, essaye pas de jouer un rôle, de jouer un personnage, voilà, tu parles comme tu parles, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Bon, bah voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Je crois que la notion d'être soi-même, c'est plus ça, il faut l'accepter. Et c'est à partir de là où tu vas pouvoir créer une relation qui va être un peu plus humaine avec les gens, et où tu vas pouvoir aller piocher de l'information, et où tu vas pouvoir, dans le temps, créer un business à succès. Parce que créer un business à succès, salut, je m'appelle Paul, j'ai 33 ans, j'ai pas une thune devant moi, je dois lancer un business à succès. Oui. Ouais. Ouais, t'as pas une thune, t'y connais que dalle. Par contre, on peut lancer un business avec 0 thune. Ça, et en connaissant que dalle, on peut aussi. Non, mais ça, bien sûr. La persévérance. Mais si j'ai pas dit que tu disais l'inverse. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la notion de business à succès, les gens attendent un résultat immédiat. Ouais. C'est sur Internet, c'est là, c'est maintenant. J'appuie sur le bouton et c'est parti. Le business, c'est pas du McDo, quoi. Ça c'est clair. Ça va être un petit peu plus long. Il faut prendre le temps de construire ton business à succès. Tout à fait. Je veux dire, il vaut mieux avoir le premier mois 1, 2, 3 clients. Le deuxième mois, asseoir ces 2-3 clients et puis en avoir 2-3 nouveaux et ainsi de suite, grandir petit à petit. Parce que ça va te donner le temps de travailler avec les premiers clients, de tester ton produit, de le valider, de le corriger, de tester tes campagnes de pub, d'investir petit à petit, et puis l'argent que tu vas rentrer, eh ben, t'en prends une partie pour toi pour aller faire la chouille parce que t'es quand même content d'avoir rentré des clients, donc faut pas avoir peur d'aller célébrer quand t'as un client. Je vois des gens, ils peinent pendant 6 mois pour avoir un client, puis quand ils ont enfin un client, ils disent « Ouais, ça va, c'est juste un client. » Oh, mais tu te fous de moi ou quoi, gars? Ça fait 6 mois que tu trimes comme un malade pour avoir un client, et quand tu en as un, même pas, tu vas te payer un coca. Même pas, non. Ou une coupe de champagne, ou une bouteille de... Je sais pas, fais quelque chose, marque le coup. Félicite-toi. Et petit à petit, bah voilà, tu vas pouvoir investir de l'argent que tu as récupéré, comme ça, par ton business. La machine va commencer à s'auto-alimenter, et puis tu vas pouvoir décoller. Alors oui, c'est plus lent. Bah ouais, mais si t'as pas 15 000 à mettre tout de suite pour acquérir du trafic... C'est vrai que moi je prends vraiment que le long terme, parce que pour moi il n'y a que ça qui compte. Alors justement, c'est pour ça que je parlais d'être soi-même. Alors c'est vrai que soi-même, ça ne veut pas dire grand-chose quand on ne sait pas le définir, mais disons être authentique. Vraiment être à l'aise. Mais c'est pareil, être authentique, c'est quoi? Mais c'est être soi-même. Ouais. Non, mais c'est-à-dire accepter le bouton qu'on a là ou comment on est. Voilà, en fait, c'est ok, je suis pas parfait, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Quoi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui, je ferai mieux la prochaine fois. Mais justement, je rebondis là-dessus, c'est que je dis justement l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie et 20% de comment. Et effectivement, lancer une offre à succès. Justement, je pense que si on arrive
à accepter ses défauts, justement pour être soi-même et puis dire ok, là j'ai fait de mon mieux pour avoir ce client-là. Qu'est-ce que tu pourrais amener comme idée ou comme méthode peut-être ou comme outil pour aider les gens à être justement à s'accepter et à accepter de faire une vidéo pas parfaite, à publier un blog qui va pas être parfait. Par exemple, moi je sais qu'il y a régulièrement des fautes d'orthographe sur mon blog, j'ai pas le temps de les corriger et j'ai pas encore les ressources pour payer. Antidote. Oui, entre autres, mais Antidote, c'est redoutable. Hein. Oui, vraiment. Ah ouais. Moi, je sais que. Donc Antidote est un correcteur orthographique. Ça coûte, je crois que ça coûte 90 € ou 100 €, un truc dans le genre. Enfin bon. Moi, je sais que sur 4h18, les premiers temps, je faisais énormément de fautes d'orthographe parce que j'écrivais, je publiais, je relisais pas. Aujourd'hui, j'ai acheté Antidote depuis quelques temps. Et puis surtout, je fais beaucoup plus attention maintenant. C'est que à force d'écrire, quand tu écris, tu commences à acquérir des réflexes de correction, tu commences à faire un petit peu attention, des choses comme ça. Donc, ce qui n'empêche pas, quand j'ai fait mon bouquin, la nana qui m'a corrigé chez Erol, quand j'ai fait le retour, il y a eu des corrections partout. Parce que là, pour le coup, j'ai pas fait attention. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait corriger derrière, donc j'ai fait du brut de jus de cerveau et j'ai envoyé ça comme ça. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des coquilles qui vont traîner de droite, de gauche. Il y a toujours des gens qui sont bienveillants, qui vont t'envoyer un petit mail pour te dire t'as fait une coquille, t'as fait une faute là, pense à la corriger, machin. Faut pas se braquer. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors je disais ça parce que, justement, pour rebondir, j'ai des gens qui me disent mais t'es fou, tu lis ça avec des fautes, machin. Mais oui, mais c'est pas grave, je ferai mieux demain, justement. Juste pour rebondir un peu sur le sujet de créer une offre à succès. Après, si tu veux, le côté faute, en France, on est quand même vachement attaché. Et au départ, j'étais comme toi. Je dis, ouais, j'ai rien à foutre, c'est pas grave, ce qui compte, c'est. J'ai pas dit qu'il n'y en a rien à faire. J'ai dit que, ok. J'ai pas dit que tu l'avais dit. Hein. J'ai dit juste, moi, voilà, je m'en fous, c'est pas grave. Fondamentalement, ce qui compte, c'est ce qui est écrit. C'est, voilà, les fautes, je les corrigerai plus tard. C'est pas. Ça. Et puis finalement, tu te rends compte que, si, ça a une importance parce que ça joue sur ta crédibilité. On est d'accord. Et ça joue, je veux dire, moi, j'ai vu des sites, t'arrives, le titre, il y a 4 mots, t'as 3 fautes. Bon, j'espère pas être à ce niveau-là. Déjà, t'as les yeux qui saignent, quoi. Non, tu vois, sans dire que t'es à ce niveau-là, mais il faut montrer que tu fais des efforts. Après, voilà, grammaire, conjugaison, en France, c'est un peu tellement compliqué par moment, mais au moins des fautes d'orthographe, tu vois, là où tu dois mettre 2P, mets tes 2P, quoi. Un dictionnaire, ça coûte pas grand-chose, quoi. Donc, quand t'as un doute, tu vas vérifier, tu prends un dico, tu vérifies. Je veux dire, des dicos, il y en a en ligne. Et quand tu sais pas écrire un mot, mais il y a des trucs tout simples. Quand tu sais pas écrire un mot, tu prends un synonyme. Prends un synonyme ou change ta phrase si vraiment tu as un doute, voilà. Pourtant, tu tapes dictionnaire en ligne, le Larousse, il est là, il est dispo, il suffit d'aller voir comment ça s'écrit. C'est pas compliqué, ça demande effectivement un petit effort. Mais bon, c'est quand même bon pour ton business, ça va aussi montrer que tu es un peu rigoureux. Parce que ce que peuvent se dire les gens, c'est si tu n'es pas rigoureux au départ sur ton orthographe et que dans ton texte, sur 500 mots, tu as 40 fautes, c'est un vrai problème là. Ça peut commencer à poser des problèmes. Par contre, tu as 1-2 fautes qui traînent, ça va, les gens non plus sont pas, c'est pas des ayatollahs de l'orthographe, tu vois. Donc, mais il faut faire attention à ce genre de petits détails. De toute façon, moi j'aime bien. Le diable est dans les détails. Hein. Non, le succès se trouve dans les détails. Moi j'aime bien en sport parce qu'en sport de haut niveau, ce qui fait la différence, c'est le détail. Tout demande l'erreur. Le sport, le jeu, l'entrepreneuriat, il y a toujours des moments où on va faire des erreurs. Mais ce qui va faire la différence, c'est le détail. Est-ce que quand tu vas faire une erreur, tu vas être capable de la récupérer ou est-ce que tu vas laisser l'adversaire s'engouffrer dans la faille et te planter un pion, te prendre le point ou des choses comme ça? Le succès est vraiment dans le détail. Et inversement, effectivement, oui, quand c'est toi qui subis, la défaite est dans le détail. Ouais, effectivement. Mais je préfère ta phrase, effectivement, c'est le succès est dans le détail, ouais. Très bien. Elle est copyrightée ou pas? Elle l'est maintenant. Là, depuis quelques secondes, elle l'est. Stéphane, tu es un expert quand même du blogging, du référencement. Ouais. Tu as la chance de côtoyer régulièrement Laurent Borelli, qui est une des pointures, ou la pointure française. Je dirais que c'est Laurent Borelli qui a la chance de me côtoyer. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil pour essayer d'aider nos entrepreneurs à pousser leur offre? Tester, mesurer. Tester, mesurer. Tester, mesurer. Toujours.
Toujours. On teste quoi? Tout. Dès que tu as une idée, tu la mets sur le papier, tu la couches, tu la réfléchis un peu, tu la mets en pratique, tu la testes, point. C'est un peu de trafic. Mais t'as pas besoin d'avoir énormément de trafic. C'est une question. T'as pas besoin d'avoir énormément de trafic. Je veux dire, même si tu fais 50 visiteurs par jour, tu peux toujours récupérer 2-3 adresses mail, tu peux récupérer un peu de prospects, tu peux faire des tests. Justement, c'est le bon moment pour faire des tests parce que t'as pas grand monde. Donc si tu fais des tests, il n'y a pas grand monde qui le verra. Si tu te plantes, il n'y a pas grand monde qui le verra. C'est commencer à faire beaucoup de tests, à faire beaucoup de produits, à les lancer, les essayer et compagnie. Quand tu commences à avoir 4-5 000 personnes qui viennent te voir par jour, c'est un peu plus compliqué parce que là, ça va se voir tout de suite que tu te vautres, que tu fais des conneries et compagnie. Donc, quand tu commences, c'est le bon moment pour faire des tests. C'est le Quel bon moment outil pour tu planter. utilises pour faire les tests? Tu en as un ou deux à recommander particulièrement ou... Ouais, le papier, le crayon, mon cerveau et Excel. Ok. Ah, mais ça suffit, t'as pas besoin d'autre chose. Ok. T'as pas besoin, je vois des tas d'entrepreneurs qui se lancent, qui vont acheter plein de matos, plein de trucs, plein de machins, parce qu'il faut le matos pour... Ouais. Et l'habit ne fait pas le moine, hein. Ah, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Je parlais des tests sur le web, hein. Ouais. Ok. Parce qu'il y a Optimizely qui est gratuit, par exemple. Pour je sais plus quel volume de trafic, il est gratuit. Ouais, mais il te sert à quoi? Bah, à tester. À tester quoi? Bah, par exemple, alors, ça dépend quels sont tests évidemment, mais si tu veux changer un fond de couleur ou le premier bandeau d'une page d'accueil, par exemple. Après, tu fais un brouillon sur ton WordPress, tu regardes la page, elle te plaît, ça marche, tu la mets en ligne, et si elle te plaît pas, tu la changes. Oui. Alors, on parle pas de la même chose. Un test dans le sens. Ok, quel test tu parles? Moi, je parle d'un test. Par exemple, est-ce que le grand classique, est-ce que c'est le bleu ou le vert qui permet une meilleure, par exemple, un temps de lecture plus important ou une conversion plus importante? Tu n'as pas besoin d'aller chercher d'outils. Je veux dire, avec Google Analytics ou Yandex Metrica, Yandex, qui est le moteur de recherche russe, ils ont un outil qui s'appelle Metrica, Metrica, qui est beaucoup plus lisible, je trouve, que ne l'est Google Analytics. Tu regardes le temps passé sur la page, et puis point. Après, tu as un plugin dans WordPress qui s'appelle MaxAB. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas été mis à jour, mais il fonctionne toujours. Donc tu dis, voilà, je veux tester cette page-là. Tu changes le titre, tu fais 2 versions de ta page, en fait. Et lui, tu lui dis, voilà, on va faire le test sur 100 personnes. Et aux 100 personnes, il va servir 50 fois une version, 50 fois l'autre. Et à la fin, il dit, c'est cette page-là qui fonctionne le mieux. Bah, c'est ce que fait Optimizely, justement. Mais... Après, il y en a plein d'autres, hein, je veux dire. Il y a AB Testing, il y en a un qui est français, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais pas, peu importe. Ok, bon, très bien. Référencement, qu'est-ce que tu proposes? Parce que souvent, c'est des questions qu'on me pose souvent. Alors, j'ai la chance de travailler avec justement un spécialiste. Ouais, le référencement, c'est la première des choses, c'est la mind map. Si tu n'as pas une mind map à l'origine, aujourd'hui, c'est mort. Il faut arrêter de partir de billes en tête et de pondre du contenu pour pondre du contenu, même si c'est du contenu de qualité, parce que ton contenu de qualité il va se retrouver au fin fond du web, personne ne le verra jamais. Donc on parle organiser le contenu sous forme d'arbre, ouais. Un tronc commun, ouais. Quelques branches au début, quelques branches principales pour diviser ton sujet, et ensuite on a les feuilles, par exemple. Si tu veux, l'idée c'est, t'imagines, tu veux faire un blog sur le tennis. Ok, le tennis c'est quoi? Tu as l'aspect santé, conditions physiques, nutrition. Tu as l'aspect matériel et tu as ensuite l'aspect technique, la technique du sport, le coup droit, le revers, la position des pieds et compagnie. Bon, j'ai mon blog tennis, j'ai tout ce qui concerne la santé, j'ai tout ce qui concerne l'équipement et j'ai tout ce qui concerne la technique. Et après, je déplie. Et là, comme par magie, on a toute la carte du site qui apparaît. Et cette carte, on la transpose sur WordPress. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en ayant fait ce travail, ce qui est super rigolo, c'est qu'on a aussi tout notre marketing qui est là. Exactement. Alors justement, toi, très cher entrepreneur, si tu veux encore plus d'outils pour faire du référencement, travailler ton blogging, les tunnels, etc., je t'invite à aller sur l'outil Business Temple, qui est mon espace de formation privée en ligne, et justement dessus je remettrai encore d'autres tous les liens que nous a cités Stéphane, et puis tu retrouveras aussi tous les plugins que j'utilise pour WordPress afin de te permettre de booster ton propre blog. Ça, donc c'est sur businesstemple.co. Stéphane, d'autres choses que tu voulais aborder? Je sais pas, on parlait de tes succès, de
conquête de business, ou alors au contraire tes échecs quand tu as rebondi, ou peut-être qu'il y a un sujet que tu as envie de parler. Non, pour rester sur cette histoire d'échecs, de succès et compagnie, je crois que c'est des choses qui sont toutes relatives. C'est quoi le succès aussi? Voilà, faut le définir aussi en fonction de soi, parce que chacun n'aura pas la même notion de succès d'ailleurs. Ouais, ça veut dire quoi le succès aujourd'hui? Si c'est être à la Starac, avoir 93 000 followers enfin 93 000 abonnés sur YouTube, et mais vendre 150 produits à des clampins. Tu vois, la notion du succès, elle est vachement relative quoi, dans l'absolu. Donc, c'est pas parce que tu as la plus grosse que tu es forcément le meilleur. Hein. Ça se vérifie dans tout. Donc, je crois qu'il faut, plus que de parler de succès, je préfère parler de ténacité. Faut pas lâcher tant qu'il y a des gens qui croient en toi autour de toi. Vas-y. Et s'ils ne croient pas en toi, change d'amis. Bah, s'ils ne croient pas en toi, éventuellement, remets-toi en question, discute avec eux, vois ce qu'il en est, fais une pause, et puis éventuellement, ouais, peut-être que t'es pas fait pour entreprendre, tout simplement. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à essayer, il n'y a pas de honte à se planter, il n'y a pas de honte à se vautrer. Voilà, je sais que tous les entrepreneurs aiment beaucoup l'icône Steve Jobs. Avant de faire d'Apple ce qu'il a fait, ce qu'il en a fait, et avant d'arriver avec iPod puis iPhone, il a quand même pris quelques sérieux râteaux. Il s'était quand même un peu fait sortir comme un malpropre de sa boîte. Il a été en Inde, il a fait une retraite, il s'est mis le cerveau à l'envers, il a complètement décartonné avec tout ce qu'il a pu se mettre dans le cornet. Et c'est après, quand il est revenu, qu'il s'est dit tiens, j'ai une idée. Parce qu'il a pas lâché le morceau. Donc voilà, tu prends Elon Musk aussi aujourd'hui, qui est cité comme une des grandes réussites. Bah ouais, avant de faire Tesla, il a pris de baffe quoi. Donc voilà, faut s'accrocher, et tant qu'il y a une lueur d'espoir, et ben faut y aller quoi. Mais faut bien s'entourer quand même. Là, c'est vrai, je dis que si ton entourage ne croit pas en toi, bien sûr travaille sur toi, ta réponse était extrêmement pertinente, mais il y a aussi le fait de s'entourer. Des fois il n'y a rien à faire, la famille, etc. Ils sont pas ouverts à l'entrepreneuriat, ça leur fait peur. L'entrepreneuriat c'est la sécurité. Bien sûr c'est normal, mais ça veut dire qu'il faut aller chercher des ressources externes pour construire ce métier d'entrepreneur. La première des choses, je crois que c'est si toi tu crois pas fermement en toi, t'emmèneras personne autour de toi. Donc ça part de toi. Tout va partir de toi. Ça part de toi et tu vas emmener les gens avec toi, et ce qui va te revenir, ça va être des choses positives, ça va être des gens qui vont croire en toi et compagnie. Mais si toi t'arrives en disant ah putain, j'y arriverai pas quoi, c'est trop compliqué, c'est trop dur, il me faut un gourou pour m'en sortir, là déjà t'es plus entrepreneur. T'es plus entrepreneur, parce que si t'attends, il faut pas confondre le mentorat et le gourou, où il y a un mec qui te dit ouais, je vais te donner la recette, tu vas voir, tu vas y arriver, fais comme je te dis et compagnie. Non, là t'es plus entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'invente, qui se crée, qui teste, qui essaie, qui va créer sa recette du succès. Si tu veux simplement faire du copier-coller de ce qu'ont fait d'autres mecs, t'es pas entrepreneur, t'es rien du tout. T'es juste une pâle copie de quelqu'un. Donc est-ce que t'as juste envie d'être la pâle copie de quelqu'un, ou est-ce que t'as envie de t'inventer ? Alors maintenant, tu peux très bien, effectivement, avoir des mentors, des points de repère, des gens qui t'inspirent dans la façon de faire, dans la façon de communiquer. Bien sûr que c'est important. Tu déboules, tu connais, entre guillemets, rien ou peu de choses. Donc, c'est important d'avoir des points de repère, mais il faut bien choisir ces points de repère. Faut pas... Tout ce qui brille n'est pas or. Exactement. Un conseil, un livre à recommander, à part le tien qui sort en février, c'est ça? Ouais. Qui sera le titre? On l'a pas encore. On l'a pas mais encore. Ça va, pour le moment, ça va être mieux. Pour le moment, c'est mieux utiliser son blog, mais j'aime pas du tout. Mais c'est un bouquin qui va sortir aux éditions Erol. Pour ceux qui sont à Paris, il sera lancé sur le Salon des Entrepreneurs à Paris les 1er et 2 février. Donc je vous invite à venir me faire un petit coucou. Et puis un bouquin, celui de Cialdini. Manipulation et je sais plus quoi. Vous tapez Robert Cialdini. Influence et manipulation. C'est un très bon livre. Oui. Une fois que vous avez lu celui-là, vous pouvez oublier tout le reste. Vous avez tout compris. Tout est dedans. Tout est dedans. Tout est vraiment dedans. Tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Sinon, après, pour se faire plaisir, parce que c'est bien de parler marketing et tout, ça fait genre et tout. Le personnel MBA de Josh Kaufman. Oui, mais il y a des références comme ça qui... Après, c'est pas une sorte de se monter la tête. Il faut aller chercher leurs ressources, justement. Hein. Il ne faut pas non plus... Mais il faut oublier la préface du bouquin.
souvent je ne les lis pas. Non, mais de toute façon, il faut l'oublier. Donc, oubliez la préface, elle est tout de suite à l'essentiel, parce que la préface, c'est du bourrage de mou, voilà. Et le préfacier vaut pas grand-chose. Donc, passez directement au contenu, parce que Josh Kaufman, c'est quand même pas mal, il a un joli parcours. Moi, j'étais voir son pedigree, c'est pas mal ce qu'il a fait, quand même. Ça mérite un peu le respect. Voilà, avec ces deux bouquins-là, déjà, on est à peu près peinard. Et puis, tu parlais de référencement tout à l'heure. Le livre d'Olivier Andrieux, Réussir son référencement. Voilà, c'est une bonne bible de 600 pages. Moi, je sais que j'avais bossé avec la première édition de son bouquin en 2000 et je sais plus combien. Je travaille encore dessus. Ce que j'ai appris dans ce bouquin me sert encore aujourd'hui. Donc, allez-y gaiement. Olivier Andrieux, Josh Kaufman et Cialdini. Une fois que vous avez lu ces 3 bouquins-là, déjà, vous aurez un peu plus les idées claires, quoi. Impec. Et puis le mien. Oui. Je vous préviens, de toute façon, j'ai les noms. J'ai les noms. Donc, si vous ne l'achetez pas, je vais vous traquer sur Internet et je vais vous pister. Je vais devenir votre pire cauchemar. Sachez-le. Merci Stéphane. Merci à toi. Écoute, très cher entrepreneur, tu peux aller sur l'article qui correspond à cette vidéo. Tu as le lien ici, normalement en bas de la vidéo. Tu peux cliquer sur le lien comme info ou même dans la description. Hein, tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes. Ça va t'envoyer vers le blog. Tu retrouveras les coordonnées du site web de Stéphane qui est stéphanebrio.xyz. Je vais faire le résumé des outils qui ont été cités, des livres cités également. Et puis, quand son livre sortira, sur cette même page, on aura le lien pour pouvoir consulter ce livre sur Amazon ou sur son site directement qu'on verra. Cher entrepreneur, c'est pas que tu peux aller sur l'article. Tu vas sur l'article. Allez, à très bientôt entrepreneur. Bye bye.